On va enchaîner sur les villes du futur. La ville intelligente et connectée, on reste toujours dans cette thématique. Combien le sont-elles déjà dans le monde? Combien sont-elles en train d'effectuer cette mue? On en connaît l'objectif, améliorer la vie des citoyens, mais finalement avec quelle technologie? Et surtout, comment estime-t-on quels sont ces besoins comme nécessaires aux citoyens pour qu'ils vivent mieux au sein de la ville? Est-il possible de remettre l'humain au cœur de la réflexion globale des villes de demain? On va d'abord entendre Grégoire Vera, que j'invite à monter sur scène, directeur des activités chez Eurogroupe Consulting Asie et Moyen-Orient. C'est un cabinet français de conseil en stratégie et de transformation, vous le connaissez tous, et auteur d'un livre blanc, Les villes durables du futur en Asie du Sud-Est, quelles opportunités pour les entreprises françaises. Monsieur Vieira, 5 minutes, parce qu'en fait, c'est un teaser pour ce qui vous attend demain, dès 14h30, demain, vendredi, voilà, pour approfondir, aller plus dans le fond de ce livre blanc, mais d'ores et déjà 5 minutes d'explication pour vous donner un avant-goût et vous inviter à vous rendre demain à la conférence de monsieur Vieira. Bonjour à tous. Effectivement, je voulais faire une petite communication avant la table ronde sur les villes du futur. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec le Forum, Eurogroupe Consulting a réalisé cette année une étude sur les villes durables en ASEAN. Qui vous sera communiqué par mail à l'issue de la table ronde. Et puis, comme ça vient d'être dit, je vous invite à ceux qui sont intéressés à nous rejoindre demain à 14h30 pour une présentation plus détaillée qui sera suivie d'une séance de discussion et d'échange sur ce sujet. Donc, à l'intérieur du livre blanc, vous trouverez une analyse des challenges, des tendances, des villes durables du futur en Asie du Sud-Est. On a fait aussi une analyse des opportunités business, quel secteur, quelle taille des opportunités business, des recommandations. Et puis vous trouverez également 17 prises de parole d'experts et de business leaders de la région, dont un bon nombre de collègues CCE d'ASEAN. Et je tiens à remercier tous ceux qui, donc les 17 interviewés, qui ont contribué à ces travaux. Alors, en guise de lancement de la table ronde, il y a quelques éléments clés qui ressortent. Que je voudrais partager. Alors, au risque d'ajouter des chiffres aux chiffres, il y en a déjà beaucoup qui ont été donnés, et au risque peut-être d'être un petit peu redondant, quelques éléments moi, qui ont retenu mon attention. En ASEAN, donc en Asie du Sud-Est, 200 millions d'urbains sont attendus d'ici 2050. La croissance dans les années qui viennent va être à peu près de 5% par an, et 140 millions de nouveaux consommateurs de la classe moyenne entre 2010 et 2030 vont rejoindre essentiellement les villes. Tout ça, ça va mettre une tension considérable sur les systèmes urbains. Si on prend l'exemple de l'énergie, 25% de la demande additionnelle d'énergie dans le monde sera en ASEAN d'ici 2035, alors même que le mix énergétique est prévu en 2025 d'être à moins de 25% renouvelable. Donc vous voyez la tension. 54% de la population est à risque de montée des eaux, donc ça veut dire qu'il va falloir construire des systèmes de résilience. L'ASEAN, c'est 20% des ressources, enfin des espèces animales et plantes de la planète. 42% d'entre elles sont à risque d'ici la fin du siècle. Les villes d'ASEAN et les pays d'ASEAN se situent dans le ranking moyen des indicateurs du développement durable des Nations Unies, on va dire entre la 45e et la 120e place. Et puis on a évalué les opportunités business. Le Green Investment, on l'évalue l'année dernière à 72 milliards. Ça a été 2 fois plus qu'avant Covid. Et ce chiffre de 72 milliards, on estime qu'il va être multiplié par 3 ou 4 d'ici 2030. Ce qui veut dire qu'en 2030, l'ensemble de la croissance de l'ASEAN, le nombre équivalent de la croissance de l'ASEAN, sera dévolu à des projets de transition green. Voilà, donc c'est deux points clés à retenir. Un, le challenge, équilibrer une croissance économique rapide avec les enjeux de la transition, c'est un challenge qui est à la fois immense et très stimulant. Et puis pour nos entreprises, les opportunités business, dans tout un ensemble de transports, hein, l'engineering, les transports, l'énergie,
le traitement des eaux et des déchets, le développement social, la construction, enfin tout ça, c'est des secteurs qui sont extrêmement porteurs pour nos entreprises. À nous de nous en saisir. Voilà, je pense que, peut-être en conclusion, la sustainability est un marqueur des entreprises françaises et il y a une vraie reconnaissance du savoir-faire français en matière de sustainability, ce qui renforce encore les opportunités à saisir. Voilà, donc pour plus d'informations, rendez-vous demain à 14h30 dans le workshop. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de cette session donc, sur les villes du futur, on va s'arrêter à présent sur une étude de cas. Nusantara, la nouvelle capitale administrative de l'Indonésie. Avec une question, bien évidemment, pourquoi la capitale indonésienne va-t-elle déménager de Jakarta à Nusantara, donc de Java à Bornéo? Pourquoi une capitale en pleine forêt, qui a été inaugurée d'ailleurs le 17 août dernier, 5 ans après son lancement. Mais justement, on va voir aujourd'hui si le projet est abouti, à quel stade il se trouve actuellement. Je vous propose de parler de ce cas d'école avec l'une des plus grandes spécialistes de l'Indonésie et des processus d'urbanisation. J'appelle Manuel Franck à venir me rejoindre, professeur des universités de géographie au département Asie du Sud-Est et Pacifique de l'INALCO et chercheuse au CESMA. Voilà, bienvenue Madame Franck. C'est juste ça? Droite, gauche pour passer les diapos. J'ai pas besoin de pointeur, juste pour passer les diapos. Pardon, un peu de logistique ne nuit pas. Et peut-être simplement le temps que je vérifie que ça me permet bien de passer les diapositives. Oui, voilà, bah ça a l'air de marcher très bien. Donc je ne touche plus parce que c'est même sensible. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce forum et particulièrement Monsieur Michel Bogier qui a été mon interlocuteur pour l'organisation. Le monde économique, hein, comme il a été dit déjà par ma collègue du CNRS tout à l'heure, avec des échanges qui sont, en tout cas pour moi, tout à fait stimulants et des échanges qui sont très utiles pour la recherche. Alors, on m'a convié à vous présenter une étude de cas sur la nouvelle capitale indonésienne, donc Nusantara, on l'appelle aussi IKN pour Ibu Kota Nusantara, qui veut dire juste la nouvelle capitale de Nusantara, comme une des villes du futur, qui est le sujet de la table ronde. Alors, les villes du futur, c'est un vaste sujet avec beaucoup de projets. Vous en aurez sûrement des exemples tout à l'heure. Et il y a d'autant plus de projets que, comme on vient de vous le dire, en particulier dans cette région Indo-Pacifique, mais aussi dans tous les Suds, hein, on a un processus d'urbanisation extrêmement rapide avec les villes nouvelles, du coup, qui sont considérées comme une possibilité de régler des questions urbaines qui se posent dans des villes de plus en plus vastes, dans des mégapoles de plus en plus congestionnées et difficiles à gérer. Et donc, les villes nouvelles sont une des façons d'essayer de régler le problème avec des nouvelles capitales qui sont des villes nouvelles, finalement, qui empruntent à des modèles qui sont ceux aussi souvent des villes nouvelles, mais qui portent en plus des ambitions qui sont très supérieures à celles d'une ville nouvelle parce que ces nouvelles capitales doivent incarner les nations, doivent incarner leurs identités, mais aussi leur positionnement à l'international. Et donc, les challenges, on va dire, sont encore plus importants parce que ces villes vont devenir les vitrines, hein, à elles seules, des deux pays qui cherchent à se positionner aussi à l'international. Donc, ce cas de nouvelle capitale indonésienne est parfaitement emblématique, avec des nouvelles capitales qui, de façon générale, cherchent à régler
à régler un certain nombre de problèmes au niveau intérieur dans un premier cas, et dans un premier temps, avant de vouloir aussi assurer un positionnement sur la scène internationale. Je vous ai mis cette petite frise pour vous montrer que Nusantara, c'est sans doute la dernière née, enfin peut-être pas, parce qu'il y en a d'autres dans les cartons, mais une des dernières nées de nouvelles capitales qui se sont en fait multipliées, en particulier dans les contextes post-indépendance, mais aujourd'hui on en est loin, hein, l'Indonésie indépendance déjà depuis 1950, donc ça fait longtemps. Et aujourd'hui, l'enjeu est plutôt de régler un certain nombre de problématiques. Ces capitales ont comme caractéristique commune non seulement d'être des villes nouvelles pour la plupart, mais aussi d'être donc des projets étatiques qui nécessitent des investissements de tout point de vue extrêmement importants, hein, de la part des États en particulier. Donc les chantiers sont souvent très vastes, ils sont inscrits dans la durée et avec des caractéristiques au niveau de la planification aussi, des modèles urbains mobilisés, où là je vous ai mis quelques exemples des voies quadrillées, les axes monumentaux, etc. Donc ça c'est tout à fait caractéristique. Pour l'Indonésie, ce dont il s'agit, c'est d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes internes, d'abord à l'Indonésie. Je vous ai mis quelques diapos. Donc vous voyez, Jakarta inondée, c'est une des villes qui sombre. Il en a été question tout à l'heure, je ne vais pas commenter. Il serait très coûteux hein, d'essayer de régler l'ensemble des problèmes de Jakarta. Et puis à droite, vous avez une carte des différenciations territoriales en Indonésie, où on voit un point rouge sur l'île de Java en bas de la carte, qui est extrêmement densément peuplée. L'île de Java, je vous ai mis les indicateurs, donc c'est le pôle majeur sur une toute petite partie du territoire de concentration d'activités démographiques, mais aussi un pôle majeur sur le plan politique, puisque le pouvoir a été toujours détenu par des Javanais. Et puis vous avez une autre différenciation importante que le projet de nouvelle capitale va essayer de régler. C'est un écart important de niveau de développement, pour faire vite, entre l'Est et l'Ouest indonésien. Et donc pour essayer de pallier à ces difficultés internes dans un premier temps, en plus de vouloir se positionner sur la scène internationale, eh bien, vous avez un projet de nouvelle capitale extrêmement ambitieux de tout point de vue, mais avec des modèles qui sont ceux de toutes les villes nouvelles d'aujourd'hui, on va dire, de villes durables et intelligentes, mais adaptées, incarnées par une situation et des spécificités indonésiennes. Plus précisément, donc pour essayer de rééquilibrer ce déséquilibre territorial très fort en Indonésie, le choix a été de placer la capitale au centre géographique. Vous voyez dans la vignette en haut à gauche, ça tombe en plein dans le détroit de Makassar, le centre, et on a des centralités qui sont très symboliques en Asie. L'idée est donc de créer un nouveau pôle politique en dehors de Java, c'est l'idée de déjavaniser, mais c'est aussi une ambition économique de créer un nouveau pôle économique qui serait susceptible d'avoir des effets d'entraînement sur tout l'Est indonésien, donc pour rééquilibrer un peu ce décalage entre l'Est et l'Ouest indonésien. Plus précisément, vous voyez la localisation du projet, donc Jakarta sur l'île de Java et à 1200-1300 km sur l'île de Bornéo, dans une province de l'est de Bornéo, Kalimantan, qui est la partie indonésienne de l'île de Bornéo, où vous voyez cette localisation de Nusantara à l'intérieur des terres, mais accessible par la baie de Balikpapan, ce bras de mer là qui rentre vers l'intérieur, avec un binôme urbain qui est déjà bien installé, avec deux villes de 800 000 habitants chacune, ce qui est beaucoup, 800 000 habitants, Balikpapan, Samarinda, alors même que l'ensemble de la province, c'est seulement 4 millions d'habitants à l'heure actuelle. Donc c'est un vrai défi. Pourquoi à cet endroit-là? Très probablement, d'abord on a la centralité géographique, hein, qui symboliquement était importante, mais aussi parce que l'État a la possibilité de mobiliser à peu près la moitié du foncier nécessaire, et vous savez que le foncier est quand même l'instrument indispensable pour pouvoir faire un développement urbain de façon relativement rapide. Et c'était l'objet d'être relativement rapide ici. C'est un projet très ambitieux sur le plan de la surface, 2600 km² quasiment, c'est 4 fois le Jakarta intramuros, on va dire. Hein. Donc l'ambition, elle est de tout point de vue, mais notamment dans la surface, avec une ville qui sera divisée en 3 ensembles.
Le premier ensemble, le plus foncé, dit KIPP, là, c'est ce qu'on voit le mieux sur la diapo, c'est le centre-ville administratif, et c'est celui-ci qui est en train d'être construit pour installer les organismes gouvernementaux. Vous avez ensuite une ville-centre tertiaire avec des pôles spécialisés dans le tertiaire, comme vous voyez en bas à droite, donc dans les services de haut niveau, on va dire. Et puis, vous aurez un grand espace de 2000 km² d'expansion métropolitaine avec des pôles économiques spécialisés, mais plutôt dans l'industrie de haute technologie et dans l'industrie de l'innovation. Donc voilà, cette ambition de ne pas être une usine du monde à cet endroit-là, de toute façon, je pense que les conditions ne sont pas réunies, mais de développer un pôle de technologie d'avenir, on va dire. Le projet sera développé en plusieurs phases jusqu'en 2045, en tout cas tel qu'il est planifié à l'heure actuelle, avec dans un premier temps la construction donc, de la ville administrative, c'est le petit cercle en bas à gauche, qui est lui-même dans la planification divisé en 3 ensembles, et c'est le Sub-Area 1A qui est développé à l'heure actuelle. Donc vous voyez, c'est seulement une petite partie, et à l'intérieur de cette sous-zone 1A, ce sont 9 km² qui sont à l'heure actuelle construits. Donc vous voyez que 9 km² sur les 2600, on va avoir un étalement dans le temps, mais pour le moment, cette ville-là se construit avec pour ambition 2045 d'atteindre 2 millions d'habitants en étant devenu évidemment un pôle non seulement politique, mais aussi économique, de façon à attirer des activités dans ce nouveau pôle. Alors voilà une maquette du projet. Donc il y a eu un appel à projet pour le schéma directeur avec un projet intitulé Ville, Forêt, Archipel. Voilà, c'est son nom. Ville, Forêt, Archipel, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord, je rappelle, une ville durable et intelligente, hein, mais c'est aussi une ville qui va aller rechercher sa durabilité environnementale, en tout cas dans le modèle de la ville-forêt qui a été beaucoup expérimenté en Asie, en Chine, à Singapour, avec une spécificité indonésienne, c'est que la ville non seulement comptera beaucoup de forêts urbaines, hein, on a même des projets comme cela à Paris, mais par ailleurs, la ville va être construite dans la forêt. Et ça, c'est la spécificité de ce projet indonésien, qui cherche à établir des nouveaux rapports entre la ville et la forêt, la ville et la nature. Il y a tout un discours des urbanistes, évidemment, autour de ce sujet-là, avec une forêt qui va permettre aussi de contenir l'expansion urbaine, donc pour éviter une éventuelle périurbanisation non contrôlée. Le modèle mobilisé, c'est donc celui de la ville-forêt. La ville se construit dans un environnement forestier. Avec également l'autre modèle mobilisé, c'est celui de la ville éponge, c'est-à-dire l'établissement de circulation d'eau bleue comme moyen de stocker les eaux, de les récupérer, de les traiter, de les réutiliser, comme moyen finalement de gestion, on va dire, vertueuse des eaux, et puis comme moyen aussi relativement, enfin même très efficace de gestion des inondations en cas d'inondation. Et donc, l'autre modèle également, c'est celui qui apparaît dans la diapo de la photo du bas, c'est le modèle de la ville archipel. Symboliquement, l'archipel, ça invoque la maritimité, hein, de même que la forêt peut évoquer d'autres caractéristiques de l'archipel indonésien. Et dans le cas des modèles urbains, une ville archipel, c'est une ville qui est composée de différents ensembles urbains séparés les uns des autres. Et là, ce dont il s'agit, c'est effectivement d'îlots de peuplement dense avec un bâti verticalisé, donc d'immeubles, pas trop haut parce que le terrain n'est pas extrêmement stable, avec un habitat dense, puis des petits modules comme ça, polyfonctionnels, qui associent à ce modèle de ville archipel le modèle de la ville des 10 minutes, c'est-à-dire où tous les services et les activités seraient accessibles en 10 minutes à pied, en mobilité douce ou en transport en commun. Et chacun de ces îlots, on en voit 3 en bas sur la photo du bas, est séparé par la forêt ou des circulations dites bleues, c'est-à-dire des espaces aquatiques, de façon à éviter à nouveau l'étalement urbain incontrôlé et à séparer les îlots des uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, vous voyez que cette dimension forestière et verte, elle est déclinée sur l'ensemble des échelles de planification, et c'est une autre particularité de ce projet,
dans le discours, toujours, c'est d'être une ville-forêt à toutes les échelles, donc sur les 2600 km², mais jusqu'à l'échelle architecturale. Et vous voyez là des maquettes des ministères de la coordination qui sont développées sur le principe du biomimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont aller emprunter quelques caractéristiques de la forêt pour être reproduits dans les architectures. Donc c'est une déclinaison du modèle à toutes les échelles. Quelques photos très rapidement pour vous montrer que la ville se construit. Le point zéro, où on arrive en premier. À droite, vous voyez le site quand même, il est très vallonné. Il y a seulement 20% de terrain plat, ce qui est très compliqué de construire là. Vous voyez un environnement forestier, ce sont essentiellement des plantations d'eucalyptus, mais il y a quand même quelques espaces de mangroves et de forêts protégées. Des voies d'accès ont dû être créées intégralement, donc vous voyez le chantier. À droite, il a fallu araser les forêts, les collines pour faire des plateformes, pour construire un peu à plat. Beaucoup d'infrastructures d'accès ont dû être construites puisque le site était un site de plantation, un site forestier peu peuplé. À gauche, vous voyez les projets d'autoroutes qui traversent la baie de Balikpapan par des ponts pour remonter vers la ville, ou alors plus au nord, dans la baie de Balikpapan, qui vont, par le biais d'un tunnel, permettre d'accéder aussi par le nord. Donc il y a des projets autoroutiers qui ne sont pas terminés. À droite, il faut approvisionner la ville en eau, c'est un gros problème, donc le barrage de Sepako-Semoy est terminé. Et voilà quelques photos. La construction des ponts, donc photo prise en mai dernier. Et à droite, les bretelles d'autoroute, enfin les accès d'autoroute, mais tout cela n'est toujours pas terminé. Donc aujourd'hui, pour accéder à la ville, il faut 2h30, 3 heures par la route. Et alors, si vous montez en bateau, ça dépend de la puissance de votre bateau, mais pour transporter les matériaux de construction, évidemment, ça peut être un peu complexe. Mais la ville se construit. En haut à gauche, vous avez la ville telle qu'elle était le 17 août, ce qui ne correspond pas à l'inauguration proprement dite de la capitale, mais à une cérémonie d'indépendance qui s'est déroulée là. Pour le moment, cette nouvelle ville n'a pas encore le statut de capitale, parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée, mais vous voyez un grand axe monumental avec au bout la perspective, le palais présidentiel, et puis des photos des bâtiments des ministères de la coordination, qui ont été prises là, cette fois-ci par nous en mai dernier, et puis une aile du palais présidentiel. Donc la ville se construit, il y a vraiment un chantier énorme. Vous voyez sur la maquette un habitat vertical, il y a 49 tours pour les fonctionnaires qui sont prévus, plus quelques zones d'habitat individuel, notamment pour les ministres, avec des maisons des ministres, celles-ci sont construites, qui sont, d'une certaine façon, incarnent une spécificité architecturale indonésienne, avec 3 niveaux, plus... Ce sont des maisons aussi vertueuses sur le plan environnemental, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder de plus près. Alors, pour appuyer le projet, eh bien, vous avez des dispositifs, disons, qui permettent de consolider le projet et d'assurer sa réalisation, notamment sur le plan législatif, où il y a 2 lois, enfin une loi puis une révision de loi qui a été votée dès 2022, et puis des décrets présidentiels qui, très ponctuellement, enfin très régulièrement, ont complété ce dispositif législatif. L'intérêt de la loi, c'est de sécuriser la réalisation du projet, même après le changement de gouvernement qui a eu lieu en octobre dernier. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir le montant du financement nécessaire, c'est 35 milliards de dollars estimés, avec seulement 20% du financement qui proviendrait du budget de l'État, qui est presque entièrement dépensé maintenant. Le reste émanant du secteur privé, en particulier 60% du financement en partenariat public-privé. C'est de cette façon-là que l'on finance les gros projets d'infrastructures, de bâtiments aujourd'hui. Donc c'est ce qui est prévu ici, avec une gouvernance du projet très, on va dire, solide, dans la mesure où elle est resserrée, elle est composée de membres nommés, et non pas élus comme dans d'autres unités administratives, et surtout, les pouvoirs sont étendus. Il y a beaucoup de dispositifs dérogatoires qui accompagnent cette nouvelle capitale, notamment sur le plan foncier. Il n'y a pas de propriété privée possible dans le périmètre de la nouvelle capitale, mais des baux de longue durée, de double de ce qui est nationalement prévu par la loi agraire en Indonésie, donc jusqu'à presque 200 ans, c'est considérable. Et puis des incitations sur l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère, sur des exonérations fiscales. Donc aujourd'hui, tout est fait, en tout cas tout est mobilisé pour attirer des investissements indonésiens et étrangers.
Alors, j'ai listé un certain nombre de secteurs, mais ce sont les secteurs de la ville durable, de la ville intelligente dont on va parler après. L'ambition, c'est quand même 75% d'espace vert hein, dans l'ensemble de la ville et 50% au centre-ville. Avec la question de la ville éponge, donc il y a toute la question de la gestion des eaux et si on tend les choses jusqu'à la distribution, la gestion des eaux usées. Il y a évidemment tout ce qui concerne les constructions écologiques ou vertueuses sur ce plan-là et sur le plan de l'utilisation des bâtiments. Et puis, à terme, l'ambition est d'atteindre la neutralité carbone. Alors, il y a une petite coquille, c'est 2045, pas 2035, mais c'est quand même très près. Neutralité carbone avec les énergies renouvelables, des mobilités douces et en gros un fonctionnement de la ville qui se doit d'être vertueux sur le plan environnemental. La dimension intelligente vient à l'appui de la durabilité. Alors là, c'est une liste à la Prévert que j'ai extraite du schéma directeur du numérique, enfin de la ville intelligente plus exactement. Vous voyez que tous les secteurs potentiellement concernés par l'utilisation de technologies intelligentes sont bien prévus, des infrastructures jusqu'à la qualité de vie de la population. Et il y a un pilote de centre de commandement intégré qui est en train d'être élaboré avec l'aide des agences américaines et des entreprises américaines pour pouvoir gérer une ville intelligente. Alors, évidemment, les risques ne sont pas négligeables dans ce projet. La pérennité du projet, et c'est surtout là-dessus qu'il y a énormément de discussions aujourd'hui. Le nouveau président s'est engagé à terminer cette ville dans les 4 ans, mais il ne s'est pas engagé totalement à en faire sa capitale. Donc, il est possible que la capitale reste quand même à Jakarta, même si la ville se construit. La ville de Nusantara se construit. Et puis, il y a des questions qui sont liées à un peu la rapidité avec laquelle le projet a été conçu et a été développé, liées aux échéances électorales qui marquaient la fin du mandat du président qui a créé et qui a souhaité ce projet. Donc, sur la qualité de la planification, il y a énormément d'écart entre la planification et les réalités de terrain, donc, dont on s'aperçoit, bien sûr, mais il y a des ajustements à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la connectivité pour le moment n'est pas encore adéquate, donc pour acheminer les matériaux, les personnels, c'est compliqué. Je vous ai mis une petite photo de la poussière dégagée par les camions. La main-d'œuvre localement est peu nombreuse, elle est aussi peu qualifiée, donc elle doit être amenée sur place pour la plupart, avec également localement des risques environnementaux, des risques sociaux, sur lesquels je ne reviens pas, mais il y a une acceptabilité à trouver localement. Et puis, dans les risques sociaux, il y a aussi l'idée, et ça concerne les autres villes nouvelles, durables ou pas d'ailleurs, de l'idée d'un ghetto pour certaines catégories de la population un peu déconnectées, pas suffisamment inclusif par rapport au reste du territoire ou de la société. La nouvelle capitale indonésienne, c'est une ville qui se veut inclusive. Donc le projet, il est ambitieux, il est extrêmement stimulant, notamment pour les agences indonésiennes, mais également étrangères. L'Indonésie, c'est quand même une des grandes économies asiatiques qui est en plein développement, et donc voilà, et même si cette ville-là ne se fait pas complètement, en revanche, il est possible de développer des prototypes ailleurs, avec probablement un projet qui sera peut-être moins ambitieux, plus étalé dans le temps, mais qui est en train de se construire. Voilà, je me suis permis une petite photo pour vous montrer qu'en Indonésie, on ne fait pas de recherche sans excellents partenaires locaux, et donc qui vous font un petit coucou avec un selfie comme en Indonésie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Franck, pour cette démonstration donc, que tout est possible, même au milieu d'une forêt. Avec moi, je me demande quand même pourquoi faut-il passer par la déforestation pour faire une ville-forêt? Il y a un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Voilà. On pourrait en parler après. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de la table ronde donc, sur les villes du futur. J'appelle Gérard Wolf, coordinateur Ville durable à l'international auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai vu également que vous aviez travaillé sur les chantiers des Jeux Olympiques également
récemment, et que l'empreinte carbone avait été de 47% moins élevée que ce qui avait été fait dans les précédents Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était un petit moyen de le dire également. Pierre-Jean Malguir, fondateur et directeur général du groupe Archétype, un des plus grands cabinets privés de conseil en construction en Asie-Pacifique. C'est 1000 salariés, implantés dans 15 pays, dont l'Inde. Et peut-être certains d'entre vous iront-ils loger au Palais Taj Mahal, Mumbai, à l'issue de ce forum, si jamais vous poursuivez un petit peu votre moment en Inde. Et vous penserez alors à Archétype et à Jean-Pierre Malguir, qui a été gratifié par Centre Presse Aveyron, puisque, voilà, je le dis, de l'archétype d'une superbe réussite française en Asie. On a le plaisir de l'avoir avec nous sur scène aujourd'hui. Maya Manilier, que vous connaissez tous également, directrice générale de la société Exprime, pilier du comité CCE Japon et personne clé du groupe d'expertise Mieux vivre en ville. Bienvenue Maya. Enfin Véronique Valenzuela, directrice des ateliers de Cergy, géographe spécialisée en environnement et en urbanisme. Votre expertise est cette ville de demain, avec votre regard neuf sur les questions d'urbanisme. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce très beau panel. Et la table ronde sera modérée par Guillaume Dourdin, président directeur général de Veolia Inde et Japon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci à tous de nous rejoindre ici là, sur la scène. Merci pour votre présentation de ce projet, c'était très intéressant. Et aussi merci à Grégoire de nous avoir donné quelques chiffres et d'avoir aiguisé notre attention sur le potentiel des projets de ville durable. Alors, je voudrais qu'on revienne d'abord sur le potentiel de développement de ces projets et peut-être qu'on essaye de caractériser dans notre partie du monde, qui représente plus de 50% de la population mondiale, quel est le potentiel de projet qu'on voit. Peut-être commencer avec vous, Pierre-Jean, à travers vos activités. Comment est-ce que vous évaluez le potentiel de l'Asie sur le sujet ville durable? Bonjour, alors le potentiel de l'ASEAN, il est extraordinaire. Tout à l'heure, Grégoire a donné quelques chiffres. Vous avez une population aujourd'hui d'à peu près 675 millions d'habitants. Taux d'urbanisation actuel, on est à 52%. Pour rappel, la France, c'est 52%, c'est les années 50. Donc ça vous donne une idée de d'où on part. Effectivement, environ 200 millions de nouveaux urbains sur les 30 prochaines années jusqu'en 2050. Et surtout, au sein de ces 200 millions d'urbains, il y aura principalement une classe moyenne, puisqu'aujourd'hui, la classe moyenne de l'ASEAN, c'est à peu près 120 millions. 2030, ça va être 160. Bon, les prévisions 2050 sont peut-être un peu moins réalistes, on verra, ça sera 250 à 280 millions. Donc tout ça veut dire pour les entreprises françaises, puisque ce qui est intéressant, c'est quand même la classe moyenne pour nous, puisque la classe moyenne, ça veut dire des logements, ça veut dire des hôpitaux, ça veut dire des écoles, ça veut dire des infrastructures derrière industrielles liées à tout ce qui est agro-F&B, la chimie, la pharma, etc., etc. Donc ce sont des opportunités extraordinaires pour les entreprises françaises. Nous, on a la chance d'être présents physiquement avec des bureaux dans 9 des 10 pays de l'ASEAN. Le seul pays où on n'est pas, c'est le Brunei, puisque c'est un tout petit pays. Et on a effectivement, depuis 20 ans maintenant, surfé sur la vague de tout ce développement absolument phénoménal. Et ce n'est que le début. Donc moi, le message, c'est vraiment les PME françaises en particulier, puisque les grands groupes sont déjà très présents. Les PME françaises, des opportunités uniques. L'ASEAN est un marché beaucoup plus simple d'accès que l'Inde ou la Chine. Alors, on est en Inde, effectivement, l'Inde a des opportunités extraordinaires, on y travaille aussi. On est d'ailleurs dans un des bâtiments qu'on a réalisé à Archétype, puisque le Pullman Novotel, c'est un bâtiment qu'on a fait en 2012. Mais on a aussi vraiment ce tropisme ASEAN, puisqu'on est une UFE, on est né au Vietnam en 2002, donc on connaît très très bien la zone. Donc moi, j'invite toutes les boîtes françaises à venir découvrir l'ASEAN. Merci Gérard, votre perspective en tant que... Les perspectives, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend si on parle de ville ou si on parle d'agrégation urbaine. La ville telle qu'on la connaît en France, souvent on me demande dans des salons, des tas de réunions internationales,
c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on parle de ville durable, déjà? Je ne suis pas tout à fait sûr que si on parle de Nusantara ou si on parle, pour faire plaisir à Claude Onesta, d'Albi, on parle de la même ville durable. Et pourtant, on a tort. Parce que le vrai sujet, c'est qu'une ville n'est durable qu'à deux conditions: que les habitants qui y sont puissent durer, vivre, et que le contenant, c'est-à-dire la manière dont on a construit la ville, on vient de faire référence au village olympique et à l'ensemble de ce qu'on a construit pour les JO, soit même durable. Et là, on vient sur économie circulaire, on vient sur décarbonation, etc., etc. Les deux sujets sont aussi importants l'un que l'autre. Or, quand on voit Nusantara, soyons clairs, ni l'un ni l'autre ne sont présents. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, le tout était très intéressant, mais notamment, regardez bien la liste, le slide avec les différentes villes capitales qui ont égrené le monde. Yamoussoukro, je ne sais pas combien d'entre vous sont déjà allés à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville, comme moi, je suis un jeune débutant dans ma carrière. Yamoussoukro, même la fameuse cathédrale est en train malheureusement de tomber en lambeaux. New Cairo, il y a 15 jours, il y avait UN Habitat, l'Assemblée générale tous les 2 ans, si vous voulez, de ONU Habitat. Je suis allé à New Cairo, parce qu'avec ma casquette MEDEF, on avait emmené, à l'époque, on espérait pouvoir pas mal œuvrer sur cette nouvelle capitale. Je parle des années 2016, 2018, 2015, 2018. Tout ça a été récupéré par les militaires égyptiens pour le faire de manière plus compliant vu de chez eux. Je ne serai pas plus explicite. Je ne sais pas comment ce sera traduit en anglais, mais au moins c'est clair, je pense, pour vous. New Cairo, c'est tout sauf une ville. Vous voulez savoir le meilleur capteur qu'on a de ça? On a installé, ça tombe bien, c'est une entreprise française. On a installé un métro, on a gagné l'appel d'offres, enfin c'est même un RER, entre la nouvelle capitale et la ville. Le matin, c'est plein pour y aller, et à 5 heures, les wagons sont vides le soir du retour. Il n'y a personne qui habite là-bas. Et le gouvernement le sait parfaitement. Donc, soyons clairs, l'ASEAN est, quand on dit 200 millions d'urbains en plus, c'est par défaut, pas par excès. Tous les chiffres prouvent que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Notre défi commun et nos perspectives, tu me demandes comment je vois les choses, c'est que nous sommes au rendez-vous justement de la jonction des deux. La durabilité, pour nous, en ASEAN comme dans tout le reste du monde, c'est d'abord de penser aux citoyens. Oui, Nusantara est présenté comme un des éléments de la ville du quart d'heure, pour ceux qui connaissent la théorie enfin pas la théorie, la pratique de Carlos Moreno là-dessus. Oui, c'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que ça se fera? Moi, j'ai la conviction que ça donnera la même chose que les capitales que j'ai citées, et encore, je n'ai pas cité par correction un certain nombre d'autres villes qui sont totalement mortes. Je ne sais pas si... L'une des plus vieilles sur le slide, c'est Brasilia. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Brasilia. Enfin, Brasilia, on ne peut pas dire que ce soit une ville. Ce n'est pas une ville avec ses quartiers, etc., etc. Donc, pour conclure, sinon je peux rester pendant 3 heures là-dessus, je pense que notre spécificité, c'est de dire, on veut bien... Le nouveau président d'Indonésie, on l'a reçu à Paris, je l'ai senti très réservé. C'est un mot correct, ça, diplomatiquement, je crois. Donc, nous, notre sujet, c'est quoi? C'est de dire, de toute façon, le flux urbain va continuer de progresser. Ce ne sera pas 200 millions, ce sera sûrement plus. Dans le monde entier, on comptera 2 milliards d'ici 2050, 2 milliards d'urbains en plus. Et le sujet
que nous pouvons proposer avec nos entreprises, et pas que nos entreprises, aussi avec les pouvoirs publics, la manière dont on vit la gouvernance d'une ville, c'est de rendre des villes durables pour les gens, c'est-à-dire des villes d'abord inclusives, dans lesquelles on ne traite pas que le quartier d'affaires. Muzantara est le contre-exemple parfait, tout comme Brasilia, tout comme... enfin, on peut tous les prendre, c'est tous la même chose. C'est une ville agréable à vivre. C'est une ville dans laquelle on peut durer. C'est une ville dans laquelle on prend part aux questions d'inclusion. Vous le savez, dans le monde, 53% des villes ont plus de 50%, c'est par hasard, de population informelle, de quartiers informels. Y compris dans notre continent, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors pas dans les mêmes proportions, mais on a aussi des quartiers informels. À Paris, il y a des quartiers informels. Quand je dis ça, ça énerve tout le monde, mais c'est la vérité. Donc, alors c'est pas tout à fait la même chose si vous êtes à Johannesburg, si vous êtes à Paris, ou si vous êtes dans à Yopougon, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est sûr. Mais il y a des quartiers dans lesquels il faut du formel, il faut avoir les services essentiels. Et je termine là-dessus, parce que finalement, ce que nous savons proposer, les entreprises françaises, la tienne, les autres, toutes les entreprises de services, moi-même j'ai été longtemps chez EDF, Veolia, Engie, etc., toutes les boîtes qui font du service savent dire ça. Nous proposons que les services essentiels, il n'y en a pas 50 000, soient assurés pour tous les habitants. Tous les habitants. Les services essentiels, c'est quoi? C'est l'eau et l'assainissement, numéro 1. C'est le traitement des déchets, numéro 2. Ça, c'est essentiel et c'est trop souvent oublié. Et c'est pourtant notamment une source d'énergie. Je vous rappelle que Waste to Energy, c'est quelque chose qui marche très très bien. Troisièmement, c'est les transports. Et quatrièmement, c'est énergie. Une fois qu'on a fait ces quatre choses-là, l'eau, l'énergie, les déchets et les transports, qu'on y ajoute bien sûr le service de santé, on a une ville où on peut durer. C'est ça qu'on propose, c'est ça que nous proposons collectivement. Et je termine juste en disant que la spécificité française, qu'on a vue notamment, si je prends ma casquette Solideo, donc l'établissement public qui a construit, pour les Jeux Olympiques, il y a deux entités. Il y a le COJO, comme dans n'importe quel pays, le comité olympique, ça c'était les épreuves, et puis il y a les types qui se sont tankés, si vous me parlez l'expression, la construction de 70 ouvrages, 4,4 milliards, effectivement décarbonés avec une empreinte carbone 47% plus faible que d'habitude. Ça, on l'a construit. Mais on l'a construit en pensant justement à toute cette logique d'inclusion. C'est pour ça que la majorité des piscines qu'on a construites vont se retrouver dans cette région-là pour que ça marche mieux. Donc, notre capacité, c'est de dire, nous, l'équipe France, nous savons construire des villes durables pour les gens et durables au sens des services essentiels qui permettent d'y assister. Voilà ma réaction. On va revenir sur l'offre française, mais je pense qu'on voit bien le potentiel en termes de quantitatif, le nombre de projets, le nombre d'urbains à accueillir. Je voudrais qu'on fasse un peu de qualitatif, et tu l'as bien dit, il faut mettre l'humain au cœur de la ville. Et Maya, je crois que depuis une dizaine d'années, tu as un projet Mieux vivre en ville qui permet, et j'aimerais bien que tu nous briefes un peu sur l'évolution des attentes que tu as pu percevoir sur ces 10 années de projet. Oui, tout à fait, merci Guillaume. Mieux vivre en ville, effectivement, j'entre exactement dans la continuité de ce que vous venez de dire, hein, Gérard. Nous l'avons créé en 2013 au sein du comité CCE du Japon. Nous avons repéré qu'au Japon, ce qu'on appelait à l'époque les smart cities étaient surtout développés en fait par des grandes sociétés, par les Panasonic, les Mitsui, qui se choisissaient un terrain dont ils possédaient la plus grande partie et qu'en fait ils mettaient leur propre technologie. Et ce qui a été déclencheur, c'est que nous avons eu un article du PDG de Panasonic qui était allé visiter cette ville smart, pleine de technologies que ses employés avaient préparées pour lui. Il en est reparti en disant « mais j'ai absolument pas envie d'habiter ici ». Et la conclusion était un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on définit une smart city? Tout le monde en avait une définition différente et nous avons choisi
comme le thème aujourd'hui n'est pas Smart City mais Ville du futur, de définir notre thème comme de remettre l'humain au centre de la réflexion. Donc tout ce qui devait être décidé pour la ville devait l'être pour la population, dans un nouveau sens d'une durabilité non seulement écologique, mais aussi économique, parce que s'il n'y avait pas non plus de durabilité économique, le projet s'effondrait. Nous avons commencé à regarder un petit peu autour de nous, et en 10 ans, il y a vraiment eu une évolution des mentalités au Japon, où au début, je me souviens encore, nous parlions des compteurs électriques, des compteurs automatiques avec Orange pour les relevés d'eau, de gaz ou de téléphone. Et tous les Japonais, il y a 10 ans, nous disaient, mais non, nous avons des personnes qui viennent tous les mois relever les compteurs à la main, et si on mettait des compteurs automatiques, mais il n'y aurait plus de travail pour ces personnes, vous comprenez, on ne peut absolument pas passer à l'automatisation. Seulement ces personnes, 10 ans après, ne sont plus là. Elles avaient besoin d'un rôle social, mais ce rôle social n'existe plus puisque la population, comme il en a été discuté longuement aujourd'hui au Japon, est vieillissante mais aussi en baisse. Et donc le Japon se retrouve, et s'est retrouvé au moment du corona également, face à un besoin d'automatisation express. Et le Japon est extraordinaire dans ce sens, c'est qu'il sait réagir très très rapidement. Il est lent à être convaincu, mais une fois qu'il est convaincu, il met en place d'une façon extraordinairement rapide. Et là, en quelques années, depuis le corona, ça a été un déclencheur, et nous avons maintenant des caisses automatiques partout, des compteurs automatiques partout. Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'écologie également, on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif. La population au Japon n'a pas du tout la même conscience écologique qu'on peut avoir en Europe ou qu'on peut avoir en Inde ou dans d'autres pays asiatiques. Et quand on veut convaincre, par exemple, les Japonais d'isoler leur maison, il faut savoir qu'on doit encore former les installateurs en province à comment est-ce qu'on installe de la laine de verre. Les installateurs ne savent pas isoler, par exemple, les maisons individuelles. Donc le chemin est encore assez long. Par contre, ils apprennent vite. Mais ils ont besoin de technologies déjà prêtes, de savoir-faire déjà prêts. Et c'est dans ce cas que la puissance française, nos entreprises, ont des solutions, ont des savoir-faire qui sont déjà prêts à l'utilité. Et en arrivant, les Japonais savent très bien déterminer aussi ce qui leur convient, faire leur choix et le mettre en application très, très rapidement. Un autre point qui a été, donc Mieux vivre en ville, fait témoigner des collectivités locales. Ce sont des initiatives innovantes et duplicables, pas seulement à base de technologie, mais qui permettent d'améliorer le mieux vivre en ville. Dans ces innovations, on a eu plus d'une centaine d'interventions sur ces 10 années, et les questions des Japonais sont souvent « Mais comment en France vous faites pour convaincre vos populations d'accepter tous ces changements ?» Et en fait, le Japonais est tellement consensuel et a tellement peu l'habitude du débat qu'il se demande comment est-ce que nos politiques arrivent à, entre guillemets, imposer, ou plutôt convaincre, ou passer outre le fait qu'il peut y avoir une voix contre, bloque tout au Japon, et comment est-ce qu'on fait en France? Et c'est ce côté social aussi qui les intéresse infiniment, comment est-ce qu'on implique la population dans les changements des villes du futur, surtout qu'au Japon, en ce moment, la population est en train de changer avec un apport assez fort de population étrangère. Alors, un pourcentage qui nous semble minime dans d'autres pays, mais qui pour le Japon est révolutionnaire, parce que ce changement se fait également dans un temps très très court. C'est aussi un changement auquel le Japon doit s'habituer rapidement parce qu'effectivement, il va avoir besoin d'une main-d'œuvre pour suppléer à sa robotique et à son automatisation. Tout ne peut pas être fait automatiquement. Le problème, je pense, de cette infrastructure, de la planification des infrastructures qui n'a pas encore du tout été faite, on en parlait il y a quelques années justement dans le cadre de Mieux vivre en ville, et toutes les personnes en charge de la mobilité et de l'intelligence artificielle parlaient du moment où on allait développer une voiture qui serait capable de conduire automatiquement autour de la place de l'Étoile, qui était le grand sujet. Si une voiture était capable de conduire, d'entrer et de sortir de la place de l'Étoile, c'était le Graal de l'intelligence artificielle. Mais j'ai une toute petite voix pour dire que le jour où cette intelligence artificielle sera développée, elle sera piétonne la place. Donc ce développement d'infrastructures prend tellement de temps en même temps pour être développé sur des dizaines et des vingtaines d'années que l'actualité va beaucoup plus vite. Et c'est cette adaptabilité du Japon qui est aussi intéressante, même si le départ est en retard, eh bien le lièvre peut quand même gagner la course. Merci. Alors, si on regarde un peu sur tous les éléments qui ont été mis en avant, ce que j'en retiens, c'est l'importance pour ces projets, si on veut qu'ils soient
et des réussites, qu'il soit très inclusif, qu'il soit avec l'humain au cœur du projet, et surtout qu'il associe toutes les parties prenantes. Et Véronique, peut-être que vous pourriez nous décrire un peu l'approche des ateliers de Cergy, qui est assez unique, et qui pour moi résume bien la façon dont on peut engager l'ensemble des parties prenantes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la ville du futur, c'est forcément un territoire complexe, multi-acteurs et à différentes échelles. Et je crois que ça a été déjà abordé par les différentes interventions. Il faut qu'on puisse donc établir des dialogues et des formes de gouvernance qui puissent être à l'écoute de processus qui sont publics, privés, qui soient formels et informels également. Donc, moi, je suis directrice d'une association qui a plus de 40 ans, qui s'appelle les Ateliers internationaux de maîtrise d'œuvres urbaines de Cergy-Pontoise. Donc, on est né des villes nouvelles. Donc, les urbanistes des villes nouvelles ont eu, à un moment donné, besoin d'aller chercher des idées nouvelles, des idées plus ouvertes, pour venir enrichir ces projets d'ingénierie d'État français des années 60-70, très porté par voilà, du zoning, de la monofonctionnalité et des déplacements pendulaires. Donc, arrivé les années 80, ils ont créé cette association qui est un outil, on va dire, un outil au service des territoires, qui va accompagner les territoires pour poser des bonnes questions et proposer des stratégies innovantes et durables. Alors, comment faire ça? Je dirais en rassemblant l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir réfléchir à différentes échelles. Et on sait bien que dans toutes les villes du monde et en Asie également, on a toujours des pouvoirs locaux qui sont très forts, qui ont des projets, qui ont des master plans, qui ont une planification, mais qui restent les mains nouées à leurs propres institutions, à leur propre périmètre de réflexion. Et donc les ateliers de Cergy sont un outil qui est plus souple et qui va venir questionner les échelles, qui va venir questionner par exemple la question de l'habitabilité de la ville, la mobilité, mais également l'inclusion et les questions d'intégration des populations dans les processus de décision. Alors très concrètement, nous, on est invités par un territoire pour organiser un processus qui va apporter des questions et qui va apporter des réflexions autour d'un sujet. C'est par exemple le cas actuellement en Inde, parce qu'on anime en ce moment même un atelier à Hyderabad pour réfléchir à la question de l'eau et la métropolisation dans une ville de 11 millions d'habitants. Alors, bien sûr, il existe des technologies incroyables, des STP, des stations de traitement, des technologies pour nettoyer et apporter l'eau aux habitants. Mais la question de l'eau, elle se pose à différentes échelles. Elle se pose à l'échelle, bien sûr, de l'alimentation en eau, mais aussi de l'évacuation en eau, de la disponibilité d'eau dans les nappes phréatiques. Et donc, cette disponibilité en eau et en ressources vient avec la réflexion sur les espaces verts, sur la mobilité et sur le besoin que chaque habitant et chaque habitante aussi soit impliqué dans cette gestion. On a beaucoup parlé pendant ces 2 jours de PPP, donc partenariat public-privé, ça marche très bien ici. Aux ateliers, on aime dire qu'il faut penser aussi au PPPP, donc partenariat public-privé-population. Parce qu'on sait bien, et ça a été relevé par Gérard Wolf, que 50% de la population vit dans l'informel. Même quand on crée des villes nouvelles, l'informalité arrivera forcément pour accompagner un peu ce développement. Et ces 50% d'informalité et ce 50% du territoire et des activités, elles sont gérées directement par les populations. Donc, comment les impliquer dans une gestion, par exemple, de proximité de la ressource en eau, qui, on sait aujourd'hui, c'est la principale ressource et qui va définir l'avenir des territoires. Donc, les ateliers de Cergy, c'est un outil français, mais qui est aussi un réseau international. Et on travaille donc à la demande de territoire. On a déjà organisé dans le monde plus de 100
ateliers, donc 50 en France, parce qu'en France aussi, on a besoin de réfléchir à nos territoires, et 50 à travers le monde, dont une vingtaine en Inde, océan Indien et Asie-Pacifique. Voilà, les sujets, bien sûr, de mobilité, d'habitabilité, d'inondation, la question de l'eau, que ce soit à Bangkok, en Thaïlande, au Vietnam ou en Chine, de fait, est largement posée. Il faut, on l'a vu aussi avec les raisons principales de déplacement finalement d'une capitale aujourd'hui, se pose par le trop-plein et parfois le manque de ces ressources. Donc réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes à l'avenir de ces villes, à des stratégies durables. On voit bien qu'on construit une ville sur 20, 30, 50 ans, et pourtant la vie des entreprises, la vie des habitants, c'est aujourd'hui, c'est à 1 an, c'est à 3 ans. Donc comment allier stratégie durable et résiliente et action rapide et concrète. Voilà, donc c'est ça qu'on fait aux ateliers. On organise des ateliers d'urbanisme. Donc l'atelier d'urbanisme d'Hyderabad portera ses fruits et ses résultats dès vendredi prochain et participera donc avec la ville d'Hyderabad et l'État du Telangana à cette réflexion et cette restauration du cycle de l'eau et de la rivière Moussi qui est au cœur de la réflexion. Donc voilà, penser à différentes échelles avec l'ensemble des parties prenantes pour faire des propositions concrètes. Voilà, c'est ce que les territoires nous invitent à faire un peu partout dans le monde. Si je reviens un peu sur l'exemple du projet que vous nous avez présenté, Manuel, facteur de succès, facteur de risque sur le projet, qu'est-ce que vous en retenez? Merci. Merci de me poser la question. Pour Monsieur Wolf, sachez que pour moi, la nouvelle capitale indonésienne est un objet d'étude. Je ne suis en rien... Enfin, je n'ai pas forcément à vous donner mon avis, même si j'en ai un. Et peut-être que même je vais vous le donner parce que je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée d'installer un nouveau quartier administratif pour le gouvernement central en dehors de Java, compte tenu des déséquilibres territoriaux et des compositions sociopolitiques, on va dire. Mais il aurait sans doute été plus utile et raisonnable de construire ce nouveau quartier administratif à Balikpapan, par exemple, plutôt que de se lancer dans un projet aussi ambitieux. Alors effectivement, il y a beaucoup de risques qui pèsent sur ce projet. Ceux que vous avez rappelés, tous les projets de nouvelle capitale, presque tous, les villes ne sont pas devenues des vraies villes. Et par rapport à ce que vous venez de dire sur la population qui vit dans les villes et le fait que la moitié de la population vit dans une ville autoproduite, informelle, et qu'il faut associer la population, évidemment là, on est dans un modèle qui est complètement différent. Et toutes les nouvelles capitales sont dans ce cas d'être uniquement des pôles, au pire, presque des ghettos de l'administration centrale. Au mieux, il y a quand même de l'activité économique qui a pu se développer, mais à l'extérieur des limites de la ville planifiée et d'une façon non contrôlée qui réduit à néant en fait les ambitions de planification et les ambitions de modèle de la ville. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant. Les risques qui pèsent sur ce projet, je les ai évoqués, donc peut-être que je ne reviendrai pas dessus, il y en a d'autres, mais je reste quand même dans l'idée qu'il y a, en tout cas pour les grandes agences d'architecture, alors de Jakarta, parce que les agences locales ne sont pas associées quasiment, ou d'urbanistes, il y a là des moyens de développer des prototypes, de faire des propositions qui peuvent être reproduites et développées ailleurs, compte tenu du dynamisme économique de l'Indonésie. Merci. Gérard, j'ai l'impression que vous vouliez réagir. Enfin, réagir, non. En fait, je suis 1000 fois d'accord. Pour moi, tout le monde l'a compris, ce sera un échec, clairement. Mais raison de plus pour travailler dessus. Parce que, au fond, si nous, les entreprises, les donneurs d'ordre ou les conseils, je pense aux ateliers de Cergy, je pense à France Ville Durable, je pense disons, à tout l'écosystème qui travaille sur la ville de demain, si on prend que les exemples qui réussissent, bah, c'est bien, mais on n'a pas tout. Et on sait très bien que quand on met au point...
pour tous ceux qui, dans la salle, sont plus ou moins ingénieurs, quand on met au point quelque chose, on apprend plus des échecs que des réussites. Et c'est pour ça que moi je suis parfaitement d'accord, je trouve ça passionnant. Maintenant, je réagis parce que ce qui est très intéressant dans vos deux témoignages, c'est que, au fond, au milieu de tout ça, il y a un perturbateur endocrinien qui s'appelle un habitant. Finalement, c'est quand même ça l'emmerdement maximum, c'est qu'il y a des gens qui vont habiter là-dedans. Alors peut-être que même en plus, ça dépendra des régimes, mais ils ne seront pas tout à fait d'accord pour habiter dans quelque chose qui n'est pas vivable. Et c'est bien ça qui fait la spécificité. J'ai dit oui à ce forum, tout à fait au début quand ça m'a été proposé, parce que je pense qu'on a une identité française à faire valoir, qui est justement la combinatoire entre la technicité. Je reviens en particulier sur l'économie circulaire. On a beaucoup parlé eau, mais l'économie circulaire, ce n'est pas que dans l'eau, c'est dans tout. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer, mais avec les maires ukrainiens, on parle économie circulaire des gravats, des bombardements, en tant que matériaux primaires de reconstruction. Et donc nécessité de conserver ces gravats. Ça paraît peut-être déplacé comme formule, mais c'est la vérité. C'est techniquement, donc l'économie circulaire, c'est une vraie ressource qu'on ne met pas assez en œuvre. Et puis ensuite, il faut faire que tout ça marche avec les gens qui sont les utilisateurs. On a un exemple, puis je m'arrête là, on a un exemple, à mon avis, que Marie-Hélène, qui est sûrement quelque part dans la salle, Marie-Hélène Prévost, définirait beaucoup mieux que moi. Tu es où? Tu es là. Qui est celui de Hong Kong, où l'équipe France, pas seulement les boîtes, mais aussi tous les systèmes d'études, pour faire large, ou les systèmes universitaires. On a beaucoup travaillé aussi avec les universités là-dessus, enfin, échangé. On arrive à faire de Hong Kong, Dieu sait que ce n'était pas évident, une ville qui est de plus en plus une ville durable, et de plus en plus reconnue comme telle, à tel point que même le système de santé, on avait déjà un Green Book qu'on a fait ensemble, merci Marie-Hélène, et surtout d'avoir animé tous les CCE sur place, toutes les boîtes et tous les prestataires. On est en train de faire la même chose avec un White Book, parce que le système de santé, lui, veut faire la même chose, c'est-à-dire être de plus en plus économe. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est à chaque fois, et on voit très bien par différence avec ce sujet-là, ne jamais oublier qu'il y a un perturbateur endocrinien qui s'appelle l'habitant et auquel il faut penser. Et ça, ce n'est pas toujours gagné. Alors, quel outil, quelle approche pour développer ces projets, Pierre-Jean, en tant qu'opérateur? Le projet Nusantara en particulier ou les projets en général? Projet ville durable en général. Alors, projet ville durable, en fait, je vais redonner quelques chiffres, juste un chiffre, en fait, jusqu'à 2023, il y a eu 1500 en ASEAN, 1500 projets avec une certification LEED. Donc c'est la certification américaine, US Green Building Council, qui est la plus reconnue, la plus utilisée. Archétype, on a fait le décompte, on en a fait 120. Alors on peut dire Yahoo, super, 8% de part de marché. Mais en fait, quand on regarde, on se dit, mais c'est malheureux. On a fait 8%, nous, le petit archétype dans l'ASEAN, alors qu'on aurait dû faire même pas 0,5%, mais il aurait dû y avoir 15 000 certifications LEED. Et le problème aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'il faut différencier, je dirais, les bâtiments industriels des bâtiments immobiliers. Les bâtiments industriels, aujourd'hui, il y a une vraie feuille de route côté des industriels, de décarboner, de s'assurer qu'ils font des bâtiments durables. Et on est à peu près, nous, à 70% de certifications diverses et variées, que ce soit du LEED, du EDGE ou BREEAM, etc. Par contre, sur le développement immobilier, on n'est même pas à 15%. Et pourquoi on n'est même pas à 15%? Parce que autant sur les bâtiments industriels, on travaille en général avec des grands groupes internationaux ou des grands groupes régionaux, autant sur l'immobilier, effectivement, on va travailler avec des groupes immobiliers qui, eux, vendent à des consommateurs locaux qui, en toute franchise, se foutent complètement que le bâtiment, l'appartement qu'ils achètent ou le bureau qu'ils occupent soit vert. Aujourd'hui. Alors effectivement, après, il y a toute l'éducation à faire. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'être pionniers. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, en tant que groupe, on a décidé de ne plus forcément grossir en taille, puisqu'on est déjà 1000 et quasiment 600 sur la région ASEAN, mais on veut se focaliser sur la qualité,
et on veut se focaliser justement sur le bâtiment durable. Donc j'ai une annonce à faire, hein, puisque je devais la faire, et 2030, on va essayer de faire en sorte, Archetype, de ne travailler qu'à 100% sur des bâtiments durables, à la fois dans l'industrie et dans l'immobilier. Donc je me tire une balle dans le pied, puisque vous comprenez aujourd'hui, je fais 50% d'immobilier, donc vous faites le calcul. Je fais une croix potentiellement sur 35% de mes clients à venir, mais j'ai confiance en l'avenir et je sais que demain, il y aura une prise de conscience à cause des problèmes de réchauffement climatique de l'ensemble des acteurs dans ce secteur. Donc il y a énormément de choses à faire au niveau justement de cette offre française qui existe, qui est présente dans tous ces secteurs-là. Et il faut absolument venir en ASEAN, puisque c'est une des régions qui va souffrir le plus et qui aura le plus besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Et on a une offre excellente en France, à tout niveau. Et il faut vraiment se mettre en marche. Alors la meute, c'est toujours sympa, c'est joli, ça fait bien. La réalité, c'est que c'est souvent 2-3 boîtes ensemble qui font des choses, et il faut faire ce genre de cluster pour avancer ensemble, parce qu'il y a un boulevard. Question pour vous. Les projets villes durables, c'est quoi? C'est des villes nouvelles ou des rénovations de quartiers urbains vers plus de durabilité? Question ouverte. Au Japon, en tout cas, je pense que la rénovation est un sujet où la France a vraiment un marché très très large à prendre. Parce que les villes nouvelles au Japon, c'est plutôt de la reconstruction sur des zones de tsunami ou tremblements de terre. Il n'y a pas vraiment de grandes villes ex nihilo. Mais la rénovation des bâtiments est surtout pour changer l'utilisation du bâtiment. Par exemple, les grands magasins qui sont en train de fermer parce que tout simplement le mode de consommation et la population a changé, il faut les rénover et changer l'utilisation. Ça peut devenir un habitat, ça peut devenir des fermes urbaines, toutes sortes de choses. Et pour ça, les Japonais n'ont pas vraiment le savoir-faire. Le savoir-faire non seulement pour, comme vous le disiez, Gérard, pour le traitement des déchets, mais aussi pour tous les matériaux écologiques. Donc les nouveaux bétons, les nouveaux matériaux qui seraient efficaces, justement écologiquement parlant. Il y a encore beaucoup de retard là-dessus. Et je pense qu'il y a, en France, par contre, on a des innovations, des technologies qui sont très avancées là-dessus. Et le problème pour les imposer, entre guillemets, comme vous le disiez, hein, c'est les certifications et les normes. Donc lesquelles, mais surtout à partir de ça, et enfin avec l'ouverture que ça donne aux financements internationaux, à certains aussi encadrements internationaux et à de nouveaux business models que les Japonais recherchent, les PPP et autres, c'est à travers ça que ça va commencer vraiment à être implémenté au Japon. Et je voudrais rajouter simplement que ce n'est pas seulement sur le côté de la durabilité, mais aussi de l'accessibilité, merci, qu'en France, on a quand même aussi pas mal avancé. Alors, pour les immeubles, par contre, au Japon, dans les transports publics, le Japon est beaucoup plus avancé que la France. Ouais. Mais pour le domaine urbain ou côté des habitations et des bureaux, je pense qu'en France, on a quand même pas mal de solutions à proposer. Et pour entrer sur le marché japonais, une des clés, c'est d'avoir des précédents. Quand on dit partout dans le monde ça n'a jamais été fait, on dit ouais, on va être les premiers à le faire. Mais au Japon, c'est non, vous êtes sûr que ça marche, ça a déjà été fait quelque chose. Et puis si ça a été fait ailleurs, mais au Japon, est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que le Japon, c'est vraiment différent. Donc d'avoir des précédents, c'est quand même un atout. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait Mieux Vivre en Ville au départ, c'est pour présenter des précédents faits par des sociétés françaises, mais présentés par des collectivités locales. Et ça permet ensuite de pouvoir approcher des collectivités locales ou des prescripteurs japonais avec des précédents et de montrer que ça a marché et donc qu'on peut le faire. Manuel, rénovation ou ville nouvelle? Alors, dans le cas de la nouvelle capitale indonésienne, c'est un vrai sujet, évidemment. Le coût environnemental du développement d'une nouvelle ville comme ça dans la forêt, même à nouveau j'insiste, la forêt ce n'était pas une forêt primaire ni même secondaire, c'était des plantations essentiellement, des mines, c'était des zones de concession qui étaient déjà attribuées pour exploitation depuis longtemps. Donc néanmoins, le coût environnemental d'une ville est toujours très important et le bilan, on va dire, destruction, construction, et toujours montre un certain nombre d'études en défaveur de la construction complètement ex nihilo dans un environnement qui n'a pas été développé pour l'urbanisation jusqu'à présent. Et peut-être l'autre élément que je pourrais apporter sur ce sujet-là, c'est la question du coût,
il y a quand même un financement très élevé pour ces projets, alors de villes nouvelles en général et de capitales en particulier, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et la question financière, elle est majeure parce qu'on met souvent en rapport la réhabilitation des infrastructures et la protection de Jakarta au regard de la construction de cette nouvelle capitale. Et un cabinet d'études a montré que la réhabilitation à Jakarta coûtera peut-être 30 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment le même coût que la nouvelle capitale. Donc je laisse aux auditeurs et à mes collègues le soin de faire un bilan de leur côté. S'il veut bien. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent, c'est innovation. Et à la croisée des chemins entre nouveau ou rénovation, il y a innovation. Je le dis parce qu'on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. On a décidé, dans le conseil d'administration de la Solideo, on avait un comité innovation pour aller chercher les meilleures innovations possibles. Je peux donner des exemples très concrets, notamment sur la climatisation, puisque ça concerne beaucoup cette région du monde. J'y reviendrai. Mais l'innovation, c'est souvent quelque chose où on se dit, ouais, bon, tout ça c'est du blabla, ça sert à rien. Sauf que ça permet aussi de sauver des situations, si je puis dire. C'est-à-dire que des trucs qui ne sont pas évidents au départ, on arrive par un système d'innovation à le résoudre. Je vous donne un exemple. L'Arena Porte de la Chapelle, je reviens sur les Jeux Olympiques, j'ai dit que j'allais y revenir. C'est comme n'importe quelle grande halle de sport. C'est un truc dans lequel il y a la climatisation, il y a des douches, il y a des choses qu'il faut en permanence aérer, etc., etc. C'est un gouffre, c'est l'ancien Deleuve qui vous parle, c'est un gouffre énergétique, partout dans le monde. Eh bien, l'Arena de la Porte de la Chapelle est en réseau de chaleur positif sur le réseau. C'est-à-dire que c'est un truc, pour ceux d'entre vous qui comprennent ça, après je veux bien prendre un petit stylo et vous expliquer hors séance, mais en gros, tous les soirs à 22h, on renvoie de la chaleur sur le réseau CPCU de la ville de Paris. Chaque fois qu'on a expliqué ça, on a dit oui, ça c'est les petits French qui racontent leurs bêtises, jusqu'au moment où les gens de la NBA, parce que les Américains, ils ont pour leur basketball rose, ils ont que ça, comme ils ont entendu parler de ça, ils se sont dit, on va quand même aller voir si les petits Frenchies n'ont pas trouvé un système. Et donc ils nous ont envoyé leurs gars, et ils vont adopter exactement le même système. Merci pour les entreprises françaises qui pourront vendre leur système. Mais l'innovation, ça doit être la réconciliation entre l'utilisation du nouveau et de l'ancien. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas qu'on va avoir plus sur la Terre, indépendamment, enfin, je ne prends pas la région ASEAN, on a 2 milliards, plus de 2 milliards, entre maintenant et 2050, qui est demain matin, on a plus de 2 milliards d'urbains en plus. Monsieur Modi, Premier ministre ici, dans la dernière délégation qu'on avait faite, je pense il y a 2 ans, ou quelque chose comme ça, on avait été le voir avec Paul Hermelin et je pense Geoffroy, Roux de Bézieux, et il nous avait dit pourquoi le problème est essentiel chez moi, parce que chaque minute, il y a 50 ruraux qui migrent vers l'urbain. Donc c'est là où on a besoin et du neuf et de la rénovation de l'ancien. Alors l'offre française, justement, comment on la définit? L'offre française, elle est surtout... Véronique. Peut-être, je ne suis pas la mieux placée pour parler de l'offre française, mais en tout cas, il y a un savoir-faire français qui est à la fois d'intégrer les questions de rénovation et de construction, mais avoir la résilience et l'adaptation au changement climatique comme feuille de route. Ça, je crois que ce soit dans le nouveau ou dans l'ancien, c'est indispensable parce que les deux processus se passent de toute façon en même temps, simultanément. On ne peut pas choisir, il n'y a pas un seul acteur qui choisit, mais une pluralité d'acteurs. Donc la question de la résilience et de l'adaptation des bâtiments et des quartiers, et comment on se projette dans des villes plus denses, mais aussi comment on fait face à l'étalement dans ce contexte de grande croissance démographique de ces villes asiatiques.
Donc en France, il y a tout un réseau qui est le partenariat français pour la ville et les territoires. Je crois qu'il y a des acteurs et des outils aussi de financement de projets français qui sont très portés sur les questions de climat et de résilience et d'inclusion. Donc il faut les mobiliser. Il y a aussi, en tout cas, les ateliers de Cergy, c'est un réseau, donc on fait souvent la pub pour les autres. Il y a aussi des chercheurs, un savoir-faire, que ce soit sur les matériaux biosourcés, sur les matériaux traditionnels, en fait, qui à un moment donné ont arrêté d'être mis en avant et qui aujourd'hui reviennent au goût du jour, comme le pisé par exemple, ou la terre compactée qui redevient un matériau qui a des qualités à la fois pour construire vraiment en très très grande hauteur. Donc je dirais qu'il y a un savoir-faire français, il y a des réseaux qui travaillent bien ensemble et donc voilà, sur la question de la réflexion, sur la question de la planification stratégique de l'adaptation au changement climatique, on sait faire. Alors maintenant, peut-être que le dialogue avec les entreprises est peut-être moins évident, je dirais. En France, on a parfois presque honte de dire oui, il y a une entreprise française qui sait faire ça. Voilà, peut-être qu'il faut travailler un peu plus dans cette hybridation entre les pouvoirs plus publics et les activités économiques ou les professionnels. C'est un domaine qui attire beaucoup de concurrence. Comment on se positionne vis-à-vis de nos concurrents, l'offre française? Bon, alors la concurrence, ASEAN, effectivement, il y a très peu d'Indiens, il y a pas mal de Chinois, mais qui font beaucoup ce qu'on appelle du design and build, donc conception-construction. Bon, c'est des bâtiments qui ne sont pas forcément durables. Ensuite, au niveau européen, il y a quelques Hollandais, il y a pas mal d'Anglais et surtout beaucoup d'Anglo-Saxons de façon générale. Bon, on a les facteurs différenciants, les Anglo-Saxons, grâce au rugby en particulier, c'est pour faire plaisir à Gérard, ou au handball, faire plaisir à Claude. On arrive à avoir des facteurs différenciants, mais blague à part, nos facteurs différenciants, c'est vraiment la créativité. Je pense que les Français sont reconnus pour leur créativité ou l'ingéniosité, parce qu'on parle de créativité, on pense à l'architecture, mais il y a aussi l'ingénierie, il ne faut pas l'oublier, puisque quand on fait un bâtiment, moi je suis ingénieur, je ne suis pas architecte, et en fait, il ne faut pas oublier qu'un bâtiment tourne aussi grâce à l'ingénierie. Donc cette ingéniosité française, cette innovation, elle est présente. Et il y a cette image de développement durable qui nous colle à la peau, et heureusement, parce que ça nous aide beaucoup, nous, dans notre développement, et je pense que les boîtes françaises ont tout intérêt à mettre en avant ce facteur de développement durable. On est quand même un des pays le plus durable dans le monde, peut-être pas le plus durable en termes, je ne connais pas les dernières statistiques, mais on a quand même la chance d'avoir un développement durable en cours. Et derrière ça, on a toute cette capacité, tout cet écosystème qui nous permet de proposer des solutions ensemble. Maintenant, il ne faut pas rêver, je voudrais juste revenir sur la question d'avant. On est en Asie, en ASEAN, on est dans les années 50. Donc ne rêvez pas, il n'y aura pas de loi sur la non-artificialisation des sols avant 30 ans ou 40 ans. Donc ce n'est pas une problématique de ville nouvelle versus rénovation, c'est une problématique il va y avoir des nouveaux quartiers, il va y avoir de l'artificialisation des sols, parce qu'il va falloir que les villes, de toute façon, les grandissent. On n'accueille pas 200 millions d'habitants sans faire de l'extension des villes existantes. Mais maintenant, dans ces villes existantes, justement, dans ces nouveaux quartiers, c'est à nous de proposer des solutions intelligentes pour pouvoir accompagner ces nouveaux quartiers de façon à ce que ce soit des vrais éco-quartiers. On le fait, nous, on a commencé, on a un projet à côté de Mandalay, où effectivement, alors Mandalay c'est en Birmanie, donc en plus c'est un sujet sensible depuis quelques temps, mais on travaille en Birmanie depuis pas mal d'années, et on les accompagne, ce développeur, sur un développement de 300 hectares en frontière directe de la ville, sur un éco-quartier. Voilà. Et je crois beaucoup plus à ça, beaucoup plus à... Et avec la rénovation, bien entendu, il y aura du bâti à rénover, mais ça va venir dans les 10 à 20 ans. Donc il y a des solutions, il faut y aller. Alors, ça c'est nos points forts. Et sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille pour être plus pertinent, par exemple? Alors, quand on parlait tout à l'heure d'innovation, je voudrais simplement citer un exemple récent de développement au Japon, qui est Station AI, qui est issu de la volonté du gouverneur de Aichi et qui en fait est calqué sur Station F. Et donc la France est un symbole aussi d'innovation. Et pour moi, ça représente le fait que la marque France est en train de changer.
C'est plus le béret, la baguette et le litron de rouge. Et on est en train maintenant d'avoir une nouvelle innovation d'ingénierie agile. J'ai beaucoup aimé ce terme d'agilité, effectivement, et d'inspiration. Quand on présentait justement dans Mieux vivre en ville votre initiative où 75% des contrats de Solideo ont été gagnés par des PME, ça montre aussi que les PME françaises, 70% du tissu industriel en France, 75%, sont aussi notre force, mais ce n'est pas forcément facile pour une PME d'accéder à des contrats pareils ou à entrer sur ce genre de marché. Donc je pense que c'est là où est aussi importante la collaboration CCE, services économiques ou dans les grands groupes qui mettent en valeur ces expériences, ces savoir-faire, ces précédents qui peuvent être donc utilisés dans d'autres pays, mais au Japon en particulier. Je voulais simplement souligner aussi à propos de l'offre française qu'on va avoir une très belle occasion l'année prochaine lors de l'exposition universelle qui se tiendra à Osaka, donc d'avril à octobre pendant 6 mois. Et ce sera une très très belle vitrine aussi des savoir-faire français. Et il y aura d'ailleurs, je pense que ce sera annoncé tout à l'heure par Catherine, une journée qui nous sera consacrée. Mais il y a aussi beaucoup d'autres occasions à ce moment-là de venir et de parler de la France et pour nos PME. Quand on préparait la table ronde, j'ai retenu de nos discussions que les Jeux Olympiques à Paris, ça avait été un formidable démonstrateur de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que ça serait intéressant pour le bénéfice de nous tous, que tu nous dises un peu en fait, ce qu'on a réussi à démontrer et comment le monde regarde cet exemple des JO de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Ça a l'air de rien, mais on a réussi à tenir le budget et tenir les délais. Vous allez me dire, bon, de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix. Non, il n'y a pas le choix, sauf que Londres, et croyez-moi, on s'est bien arrangé pour le faire savoir en sous-main. Ça, ce sera pas... Oui, enfin si, c'est trop tard, c'est déjà traduit, mais c'est pas grave. On a expliqué que Londres a explosé son budget de 9 milliards de livres. Alors, je dis ça en ayant en tête que je me suis fait engueuler au cocktail l'autre soir par l'une d'entre vous, parce que j'avais dit dans une autre réunion, on a fait on time, on budget, et il y a une info qui est sortie en disant, c'est pas vrai, il y a un surcoût de budget de 1 milliard. Oui, il y a un surcoût de budget de 1 milliard sur les forces de sécurité. Je dis force volontairement parce que c'est public et privé. Ça n'a rien à voir avec la construction. La construction, tout est sur Internet, vous pouvez trouver ça. La construction, le chiffre était de 4,4 milliards. On a 45 millions d'euros de dépassement en tenant compte, enfin, sans tenir compte, on a tenu à 45 millions d'euros près. On a eu, merci, je suis pour rien, c'est ceux qui l'ont fait. Mais avec une donnée qu'on rappelle quand on nous dit ça, c'est qu'au milieu, on a eu un truc pas tout à fait prévu au départ, quand on a fixé le budget en 2018, un truc qui s'est appelé Covid. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire plus de moyens d'avoir de briques, plus de moyens d'avoir des matériaux, etc. Ce qui nous a foutu en l'air un sérieux... Mais on l'a fait. Donc, à ta question, capitaliser dans tous vos pays, capitaliser là-dessus, en disant non seulement on l'a fait, non seulement on peut démontrer comment on l'a fait, mais en plus, vous trouvez sur Internet tout ce que vous voulez, parce que la décision politique, qui est politique industrielle, pas politicienne, qui a été prise, c'est de dire on met tout sur la table. Et nous avons un système, donc moi maintenant on me donne en plus ce chapeau-là de président du comité héritage, justement dans la série, vous voulez faire la même chose, voilà comment on a fait. Après c'est à vous de faire la direction de travaux, parce que comme l'a dit Véronique, c'est bien d'avoir les entreprises, je ne suis pas vice-président de MEDEF International pour rien, mais si on n'a pas le prescripteur avec, ça ne donne rien. Et si la discussion avant la passation des marchés, voire même avant la rédaction des cahiers des charges, si la discussion entre les prescripteurs et ceux qui savent trouver les solutions n'a pas lieu, eh bien ça foire. C'est ça la spécificité française, c'est là-dessus que chacun d'entre nous peut capitaliser, parce qu'on a fait effectivement on time, on budget, et je termine juste par ça. Le moment qui a été pour nous le plus émouvant,
c'est à la fin des Paralympiques, quand les athlètes paralympiques sont venus nous dire dans la réunion de débrief, écoutez, nous, alors vous savez pas que les athlètes paralympiques font plus d'Olympiades que les pas paralympiques. Pourquoi? Parce que les pas paralympiques, la majorité, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans. En paralympique, il y a souvent des gens qui peuvent être plus âgés et donc qui ont expérimenté plusieurs Olympiades. Je referme la parenthèse. Ils sont venus nous dire merci pour ces Jeux. Et je peux vous dire que quand vous entendez ça de la part des Paralympiques, ça fait quelque chose. Ils ont dit le village olympique, c'est le meilleur qu'on ait jamais eu. Des gens qui sont sur le circuit depuis parfois 16 ans. Pourquoi? Parce que, bien sûr, vous vous êtes occupé du plus facile à faire, je parle au plan technique là, c'est l'accessibilité, les wheelchairs, mais vous vous êtes occupé aussi du reste. Et ça, il faut aussi le faire valoir, parce que comme tu disais, l'accessibilité, surtout dans les pays vieillissants, en Europe, et au Japon et d'autres, c'est un thème majeur. Donc, allez-y là-dessus, on est ferré à glace, vous avez le droit de m'envoyer des lettres d'insultes et ce que vous voulez si vous trouvez un contre-exemple, mais on a été très bon et dans le timing et dans l'accessibilité, et on espère surtout que ça va profiter, bien sûr, essentiellement aux entreprises françaises. By the way, ce n'est pas 75% qui est aux SMEs, aux PME, c'est un peu plus de 25%, mais à l'origine, tout le monde disait « ouais, on n'aura rien du tout ». Donc c'est quelque part entre, suivant ce qu'on met dans le scope, quelque part entre 25 et 30%. Donc c'est pour pas que vous ayez le faux chiffre, pardon, si ça, non, c'est pas toi, ça a circulé, il y a tous les chiffres qui ont circulé. Mais le vrai chiffre, c'est plutôt de cet ordre-là, mais c'est déjà énorme par rapport aux autres réalisations de même envergure. Eh bien, on time, on budget, durable et inclusif, je pense qu'on ne pouvait pas rêver de meilleures conclusions pour notre table ronde sur les villes du futur. Merci à tous. Là encore, je vais demander aux panélistes de rester sur scène, parce que vous avez droit aussi aux souvenirs organisés par le Forum APAC. J'appelle Johan Samuel à venir remettre les paquets, directeur à la Chambre de commerce IFCI, Indian French Chamber of Commerce. Sans oublier de mentionner la parité parfaite de cette table ronde. Merci beaucoup à vous tous et Guillaume Dourdin également à vous, parce que j'ai oublié de vous remercier, comme tous les autres modérateurs, d'avoir respecté le temps de parole de chacun et d'avoir respecté le temps général qui avait été donné à cette table.